Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Aujourd'hui, c'est à nouveau l'œil qui entend et l'oreille qui voit pour entendre et voir un tableau. Nous partons aux États-Unis, plus précisément, si nous étions à l'époque de Dvorak, on dirait qu'on part du côté du Nouveau Monde. Vous savez, le Nouveau Monde, cette fameuse symphonie. Alors je ne sais pas si Dvorak était en train de regarder de tels paysages, ce que nous allons découvrir maintenant. En tous les cas, l'immensité des lieux a toujours fasciné ce génial compositeur. Nous sommes en présence d'un tableau de Moran. Nous sommes en 1872 avec le Grand Canyon de Yellowstone. Ici, c'est la majesté, on pourrait dire, de l'orchestration picturale comme sonore. On pourrait entendre pendant des heures d'immenses accords qui ponctuent cette architecture tout à fait inouïe et très impressionnante. Tellement impressionnante qu'on pourrait se laisser déjà aller à entendre ces coulées de lumière. Ces coulées de lumière ocre-orangé que vous avez sur la droite du tableau. Et puis, on pourrait se laisser aller, on aurait pu commencer par là d'ailleurs, à regarder, à fixer, à zoomer nos yeux et ensuite nos oreilles sur cette sorte d'hostie, cette sorte de mandorle qui se trouve juste au centre, blanchâtre et bleutée. Mais ensemble, nous pouvons voir qu'il s'agit d'une sorte de grande cascade. En fait, imaginons que nous sommes des aigles. Ou si nous sommes dans le temps d'aujourd'hui, nous pourrions dire que nous sommes des drones. Mais c'est moins poétique. Imaginons que nous sommes donc des aigles et nous survolons l'ensemble et nous pouvons découvrir, à part cette cascade centrale qui irradie tout le tableau, cette architecture, cette mise en scène de ces sapins à gauche et de ces sapins à droite qui viennent transpercer la montagne. Vous l'aurez compris, ce sont des échos de lumière qui nous attendent. Et puis, il y a ces deux personnages au centre du tableau, au centre vers le bas. Qui sont-ils? On pourrait imaginer qu'il s'agit peut-être du peintre lui-même, et puis peut-être aussi des géologues et toutes ces personnes qui ont découvert ces lieux. En fait, il faut savoir qu'à l'époque, lorsque les gouvernants ont demandé qu'on fasse des topographies précises de ces endroits, eh bien, nous avons une situation étonnante. Les gouvernants ne croient pas les rapports, parce que les rapports sont dithyrambiques, sont des descriptions incroyables. Alors, on a décidé à l'époque d'y adjoindre des peintres, des artistes, qui ont à leur tour immortalisé les lieux, et cela donne naturellement le tableau que vous avez devant vous. Et cela donne aussi l'idée de l'immensité du lieu par rapport à la petitesse des personnages. Et tout au fond,
Au-dessus de cette hostie, de cette cascade de lumière, il y a ce ciel presque pâle. Oh, il est savoureux! Un petit aspect, pour conclure, me parle, c'est dans cette coulée orangée de la montagne. Il y a comme une sorte de giron, une sorte de berceuse, une sorte d'endroit rassurant. Mais restons maintenant fascinés par la grandeur des lieux, avec ces orgues, ces pierres immenses comme des tuyaux d'orgue de cathédrale. Oui, décidément, en survolant ces lieux, nous sommes devenus des aigles. Nous sommes en train de voler au-dessus du paysage de ce grand canyon de Yellowstone. Nous changeons totalement d'atmosphère. Nous restons dans cette Amérique impressionniste. Oui, il y a bien les impressionnistes en Europe et surtout en France avec Monet et tous les autres. Mais aux États-Unis, il y a aussi cette période impressionniste. Et nous sommes avec ici un peintre qui va nous transformer notre atmosphère par rapport à il y a quelques minutes. L'atmosphère est dans les orangers, dans les ocres. Je me demande d'ailleurs, même si le peintre n'est pas venu tremper ses pinceaux dans le cadre du piano à queue, le Bösendorfer sur lequel je joue. Nous allons avoir des couleurs orangées, des ocres, que l'on pourrait aller transposer sur ce tableau intitulé « Un lac ». Nous sommes en 1861 et le peintre c'est Stanford Robinson Gifford. Ce peintre, il est considéré comme un des luministes de cette époque et il va peindre énormément le merveilleux. Le merveilleux, voici une mélodie horizontale, celle d'un lac tranquille. Cette perfection picturale pourrait donner l'impression qu'on a affaire à non pas un tableau, mais une photo. Eh bien non. Il s'agit bien d'un tableau merveilleux. La gradation des tons, l'harmonie des couleurs, tout se rejoint et cependant, chacun a sa propre personnalité. Il est paisible ce lac et le personnage qui pousse son embarcation. Et si nous explorons et que nous allions entendre avec nos yeux le contour des montagnes, ça, ce sont les premières montagnes au premier plan. Maintenant, nous grimpons tout là-haut. Les ondes imperceptibles de l'eau qui sont les écoutants, les répondants du sommet de la montagne. La complémentarité des couleurs nous incite à aller chercher et taquiner les nuages, les orangers des nuages.
et nous retrouvons l'horizontalité de notre mélodie. Nous revenons sur ce lac placide et tranquille. Nous poursuivons ce voyage avec les luministes en Amérique. Nous sommes au milieu du 19e siècle avec ce peintre Fitz Henry Lane qui en 1850 a peint cette merveille. Nous sommes devant le tableau Half Mount Desert Iceland. Vous savez, les luministes, leur triptyque, c'est tout simplement l'eau, le ciel et la terre. C'est déjà pas mal. Avec ça, on parcourt le monde entier. Et nous avons ici ce statisme apparent avec ces grandes pierres ocre foncé, presque noires, sur la droite du tableau. Mais le peintre va nous entraîner sur la grève. Remarquez, mesdames, messieurs, ces petites vaguelettes blanches comme une calligraphie à l'encre. De l'encre blanche. Une sorte de curieuse animation devant ce tableau inanimé apparemment. Et pourtant, cette calligraphie discrète. Nos yeux remontent un peu le tableau avec cette sorte d'îlot et ces arbres orangés qui reçoivent la lumière du soleil du couchant. Et puis il y a cet endroit qui jette un froid. Oui, c'est la montagne enneigée. Et pourtant, elle vient se reposer doucement, mélodiquement vers le bord de l'eau. Nous la prenons depuis la gauche. Souvenez-vous, l'autre jour, on disait ensemble que l'important, c'est la courbe. C'est Debussy qui racontait ça. Avec le doigt, avec le pinceau imaginaire, nous traçons. Et nous nous rapprochons de cette embarcation majestueuse. Qui vient colorer ces mâts dans le reflet du soleil. Et puis, comme je le disais dans le précédent tableau, peut-être que ce peintre est venu aussi tremper son pinceau sur les orangers de la table d'harmonie du Bösendorfer. Ce peintre a travaillé par strates entre eux, ces rochers au premier plan, puis ensuite cette grève, puis ensuite cette eau magique, la petite île, la grande montagne, et puis maintenant les nuages vaporeux qui viennent s'embrasser avec les nuages paisibles blancs bleutés. S'agit-il d'un lever de soleil ou d'un coucher de soleil, qu'importe. Le soleil là-bas nous invite
à l'évasion. Nous avançons dans notre aventure voir et entendre un tableau et nous sommes du côté des années 1900 avec le très grand peintre aussi, Winslow Hummer. Winslow Hummer, c'est le peintre célèbre pour ses marines, mais pas que. Il a, dans son aspect autodidacte de la peinture, maîtrisé tellement d'émotions diverses. Ici, dans le tableau qui nous intéresse, qui s'intitule Kissing the Moon, embrasser la lune, nous sommes peut-être dans l'Atlantique, peut-être dans le Pacifique Ouest. En tous les cas, nous sommes avec ces hommes qui vivent un moment très particulier, paisible, avec ce giron de vagues. Souvenez-vous tout à l'heure de ce giron de la montagne dans le premier tableau. Ici, nous avons quelque chose de très balancé. Une sorte de douceur inouïe au cœur de l'âpreté de ces métiers incroyablement dangereux. Alors c'est pareil, si nous prenons notre doigt, peintre imaginaire, notre pinceau, nous allons flirter avec l'écume. Atmosphère de sérénité, atmosphère paisible, une harmonie de ces trois pêcheurs. Mais il y a la mouvance modulante de la mer. Leur métier, un chemin tracé dans la mer. L'horizon nous est caché quasiment, mais si on allait maintenant embrasser la lune, c'est tout de même bien l'objectif de Hummer. La lune en accord avec les nuages. Nos yeux s'en vont du côté de ces nuages gris colorés, bleutés, vers le haut à gauche. Regardez cette pointe d'écume qui frôle la lune. L'espace, en fait, ne nous est pas expliqué, on ne sait toujours pas où on est, comme je le disais au début, sauf qu'on est dans cette ambiance de balancement de la barque au gré de ces vagues, qui pour ma part m'inquiéteraient, mais pour les pêcheurs, certes pas. Et ce lever de lune, j'ai choisi de terminer ce lever de lune avec cet accord majeur pour aller Kissing the Moon. Nous allons terminer notre rencontre d'aujourd'hui avec un autre tableau de Winslow Hummer.
Comme vous le voyez sur ce tableau, la lune est maintenant montée dans le ciel. Ce n'est plus la même histoire, mais c'est toujours une histoire marine avec cette nuit d'été. Nous sommes en 1890. Un véritable poème inspiré que ce tableau, avec cette lune qui maintenant irradie tout le tableau, cette sorte de blancheur accompagnée de bleuté. Ces reflets inouïs qui viennent nous saturer la rétine. Mais en fait, on n'est pas venu là pour ça, on est venu là pour voir danser ces jeunes femmes. Elles sont dans leur histoire, dans leur monde. À droite, des rochers. Mais non, pas du tout, ce ne sont pas des rochers, ce sont des personnages qui, pendant ce temps, assistent à l'aspect grandiose de cette mer qui communie avec la lune. Il y a là comme des accords avec 5 personnages. Le temps s'est arrêté. Langage harmonique de grands accords. Ce sont des figurants dans la pièce de théâtre. Ce sont des ombres comme ces rochers immuables. Et puis, ces jeunes femmes dansent dans l'intemporalité. Un moment de bonheur. En fait, je voudrais vous lire un extrait d'un passage du conférencier d'art Gilbert Crouet. Un moment de bonheur. Tous les constituants nous sont connus par notre expérience. La mer, le mouvement des eaux, la nuit, sa clarté lunaire. La contemplation de ces éléments qui nous entourent et le plaisir de danser un moment de notre vie. Et les plus grands instants, les plus grands moments de bonheur, c'est parfois tout simplement être là, présent dans le présent, d'être en communion avec les autres, dans le partage de l'émotion avec d'autres êtres et se sentir relié au temps, aux éléments qu'aux présences humaines. Et Gilbert Crouet de poursuivre, ce jour-là, Homère avait le désir de graver ce qu'on pourrait appeler, en utilisant le langage de la musique, et nous y sommes, le moment d'un accord parfait. La lune, la nuit, ces femmes en pas de deux, les figurants, les silhouettes, et puis ces irradiations de bleuté et de blanc qui viennent dégouliner jusqu'à nous. Voilà, voir et entendre un tableau. Ce moment préparé en complicité avec mon amie et collègue Catherine de Buzon, qui m'avait fait découvrir notamment ce tableau de Homère avec ces femmes qui, hors du temps,
qui, hors du temps, danse dans cette nuit d'été. Au bonheur et au plaisir de vous retrouver un jour.